Bonjour, je m'appelle Stéphane Farou, je suis consultant en base de données et spécialisé en performance. La première base Oracle que j'ai installée était une version 5 bêta, il y a de cela un nombre d'années assez indécent. J'ai publié en anglais chez O'Reilly deux titres, The Art of SQL et plus récemment Refactoring SQL Applications. Pour moi, les performances sont très liées à la bonne compréhension de ce qui se passe dans la base. Je me suis rendu compte que pour beaucoup de développeurs, la base de données en général et Oracle en particulier était quelque chose d'assez nébuleux. Je voudrais vous expliquer un peu ce qui se passe dans les coulisses. Et je commencerai par vous expliquer ce qui se passe quand on démarre la base, ce qui est d'habitude effectué par des scripts au redémarrage des machines. Je vous présenterai Oracle sous Unix, sachant que ce n'est pas fondamentalement différent sous Windows. Un administrateur démarrant manuellement la base doit avoir au moins deux valeurs importantes dans son environnement ou dans le registre. La localisation de la distribution d'Oracle, à laquelle il est fait référence sous le nom Oracle Home, et l'identifiant de la base, ou Oracle SID. On peut en effet avoir plusieurs bases, d'autres produits par deux serveurs, qui utilisent ou non la même version d'Oracle. L'administrateur invoquera le client SQL+. Il se connectera. En fait, c'est juste une vérification que l'on est bien connecté à la machine depuis un compte qui a les privilèges requis. Puis, ensuite, on peut lancer la commande magique Startup. Le programme commencera par lire un fichier spfile.ora propre à la base identifiée par Oracle SID qui en contient le paramétrage. Ce fichier est binaire et vous entendrez peut-être parler du fichier init.ora qui en est une version texte et historiquement antérieure. Quand le fichier est binaire, on change les paramètres par des commandes sous SQL+, et un grand nombre d'entre eux peuvent être modifiés dynamiquement quand la base est active. Ces paramètres vont dimensionner une zone de mémoire partagée appelée System Global Area, ou SGA, qui est la zone mémoire dans laquelle Oracle travaille. Il va y avoir également le démarrage de processus utilitaires dont le nombre augmente avec chaque version d'Oracle, certains obligatoires, certains facultatifs. Sous Windows, ce ne sont pas des processus mais des threads. Les différents processus exécutent tous le même programme Oracle et intègrent tous la SGA. Au niveau système, on a parfois l'impression qu'ils consomment énormément de ressources, mais en réalité, l'essentiel de ces ressources est partagé. Quand la mémoire est allouée et les processus démarrés, SQL+ affiche la taille de la SGA et en donne la ventilation en 4 catégories, partie fixe, partie système variable, tampon pour les données et tampon pour les journaux. À ce stade, il va y avoir lecture d'un fichier tellement critique qu'il est toujours dupliqué, le fichier de contrôle. Son emplacement est spécifié dans le fichier de paramètres, et c'est là que l'on trouve les noms de tous les fichiers qui composent la base de données à proprement parler. De plus, le fichier de contrôle permettra de vérifier si les différents fichiers sont en phase, si une opération de restauration est nécessaire, et si la base a été arrêtée proprement ou doit être remise d'équerre à l'aide des fichiers journaux, qui enregistrent le détail des transactions. Sans fichier de contrôle, votre base est morte. SQL+ vous affichera alors que la base est montée, c'est-à-dire essentiellement que tous les fichiers ont été identifiés. Reste la dernière étape, c'est-à-dire l'ouverture à proprement parler des fichiers de données, au sens de l'ouverture en lecture-écriture. Quand ils sont ouverts, la base est ouverte et accessible par des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs, à une condition, à savoir qu'ils soient connectés sur la machine qui héberge la base. Si l'on veut que des utilisateurs ou un serveur d'application se connectent depuis d'autres machines, ce qui est le cas le plus fréquent, il faut lancer par la commande lsnrctl start un autre programme dit listener qui écoute les connexions entrantes. Après vous avoir affiché tout un tas de détails sur sa configuration, trouvé dans un fichier qui s'appelle listener.ora, le programme tourne et tout est en place. Considérons maintenant un programme client qui tourne sur une autre machine. S'il veut accéder aux données de la base, il a d'abord 3 informations à fournir. Le nom de la machine qui héberge la base, le port sur lequel écoute le listener, et le service, c'est-à-dire la base à laquelle on veut se connecter sur cette machine. Il y a plusieurs manières de fournir cette information. Vous pouvez la fournir directement dans l'appel à la fonction de connexion. C'est par exemple ce que vous ferez en JDBC avec un pilote pur Java. Vous pouvez, avec les bibliothèques clientes d'Oracle, fournir un alias pour lequel votre client ira chercher les informations correspondantes dans un fichier qui s'appelle tnsnames.ora. Ces 2 manières sont les plus courantes, mais il y en a d'autres, telles que l'utilisation d'un URL DAP, ou de ressources système telles que le Network Information Services qui peuvent se substituer au fichier tnsnames.ora. Évidemment, Oracle ne vous laissera pas accéder aux données comme cela. Il faudra vous identifier, que l'on sache ce que vous avez le droit de faire, et vous le ferez généralement en fournissant nom d'utilisateur et mot de passe. Une identification par un URL DAP est aussi parfois possible.
Dans la pratique, votre client va émettre une demande de connexion en direction du listener. Celui-ci va soit créer un sous-processus qui va exécuter le code Oracle, et, si vous êtes correctement authentifié, correspondre avec le client de manière exclusive, soit vous diriger vers un serveur partagé préexistant, ce qui est une configuration beaucoup plus rare. Notre processus serveur, qui va être d'une certaine manière le correspondant du client côté Oracle, va avoir accès à la SGA partagée entre tous les processus. Il aura aussi une zone de mémoire personnelle appelée PGA, qui lui sert à stocker ce qui est propre au processus et à la session. Mais regardons de plus près les différentes composantes de la SGA. Sur la zone système fixe, il n'y a rien d'intéressant à dire. En revanche, la zone système variable contient ce qui est appelé la shared pool, qui stocke une version en quelque sorte compilée des requêtes SQL qui peuvent être réexécutées par différentes sessions, et une partie dédiée à différents tampons, pour héberger par exemple des procédures stockées. Le cache des données contient aussi bien les données que les index sur les tables ou des zones de travail, toutes subdivisées en blocs, qui est l'unité de stockage d'Oracle et fait le plus souvent 8K. Quand vous interrogez ou mettez à jour une table, vous opérez en mémoire sur des blocs qui se trouvent dans ce cache. Enfin, une quatrième zone sert à stocker des informations qui seront écrites dans les fichiers journaux pour assurer une cohérence transactionnelle même en cas de crash. Cette partie est appelée reader buffers en version originale. Les parties réellement importantes pour comprendre le fonctionnement d'Oracle sont la shared pool, la zone de données et la zone pour les journaux. C'est là que vont opérer le processus serveur et les principaux processus utilitaires lancés au démarrage de la base. Voyons ce qui se passe quand le client émet vers la base une requête SQL. Celle-ci arrive sous forme de texte au processus serveur qui va commencer par calculer une valeur de hash sur ce texte. Ensuite, le serveur va vérifier si cette requête a déjà été exécutée récemment et va inspecter la shared pool. Si la requête est trouvée, l'analyse se limite à cette phase, appelée soft parsing, et l'on passe à l'exécution. Si l'on ne trouve pas exactement le même texte, on va avoir du hard parsing, qui est coûteux en CPU et qui de plus verrouille des ressources partagées. Il va falloir analyser les objets, éventuellement traduire des synonymes, déterminer le plus vite possible le meilleur plan d'exécution parmi des possibilités qui peuvent être nombreuses, éventuellement à coup de requêtes récursives sur le dictionnaire de données. Ces requêtes peuvent se traduire par des entrées-sorties. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas concaténer dans le texte d'une requête des identifiants qui changent à chaque exécution, mais les passer en paramètres comme à une fonction. Une fois la requête en quelque sorte compilée, celle-ci va être chargée dans la shared pool et exécutée. À ce stade, la requête va faire référence à des données qui sont ou ne sont pas dans la partie donnée de la SGA. Si les données ne sont pas en mémoire, c'est le processus serveur qui ira les chercher dans les fichiers et les chargera. Parallèlement, mais de manière asynchrone, un ou parfois plusieurs processus utilitaires appelés database writers écriront dans les fichiers les blocs modifiés. Quand on modifie les données, les mécanismes d'analyse de la requête et de remontée des données en mémoire sont identiques. En revanche, avant de modifier les données, les valeurs initiales sont copiées dans une zone système appelée undo. Un autre processus lisant la même table ne sera pas bloqué, mais ira lire la valeur dans la zone d'undo. Valeurs initiales et nouvelles sont également copiées dans la zone journal. Si celle-ci est bien remplie, le processus utilitaire LGWR, logwriter, les descend dans le fichier journal. Lorsque vous validez la transaction, Oracle enregistre qu'il n'a plus besoin de la valeur antérieure pour annuler, enregistre que la modification est définitive, le processus LGWR enregistre la transaction dans le journal, mais cette fois de manière synchrone, et le serveur attend l'acquittement avant de rendre la main au client. Cela veut dire que si vous validez des modifications à chaque itération dans une boucle, vous perdrez beaucoup de temps dans ce genre d'attente. C'est une présentation très brève, mais j'espère qu'elle vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Merci pour votre attention.